Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Explosion de l'adhésion fake news. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques et merci. C'est vous qui m'avez signalé cette étude. Donc, elle est incroyable. Merci beaucoup. Incroyable. 34 000 personnes interrogées, c'est pas rien. Hein, alors, vaste étude. Alors on découvre quand même, je commence par une petite bonne nouvelle. Oui. Parce que c'est une étude sur les connaissances scientifiques des Européens en général. Donc, alors je découvre par exemple que 83% des Européens savent que l'oxygène que nous respirons vient des plantes. Vous le saviez, Eric, je suppose. Oui. Donc ça veut dire qu'il reste... La photosynthèse. Voilà, Oui. merci. Bravo. Ça veut dire qu'il reste quand même un large public qui est au fait des vérités scientifiques. Mais même dans cela, eh bien, il y en a de plus en plus nombreux qui croient absolument n'importe quoi. Ça a pris, en gros, les gens qui croient au bobard, ça a pris 7 à 8 points depuis 2021. Ça va quand même vite. Un tiers des sondés, par exemple, croient qu'il existe un traitement pour le cancer qu'on nous cache pour des raisons mercantiles. Autant, un tiers à peu près pense que le gouvernement fabrique des virus en laboratoire pour contrôler notre liberté. Alors ça, par exemple, la France est dans la moyenne, c'est 31% des Français, 52% des Espagnols, 62% des Portugais et seulement 17% des Allemands. Alors ces gens qui croient tout cela, ils se prennent pour des esprits forts. On ne la leur fait pas. C'est ce que Pierre-André Taguieff appelle le dubitationnisme. On doute de tout ce qui est présenté comme vrai par des autorités intellectuelles ou scientifiques. Alors, peut-être que nous vivons, Jean-Jacques, et c'est pour ça que vous avez eu raison d'attirer mon attention là-dessus, peut-être que nous vivons le début de la fin du monde des Lumières, un monde où la raison avait primauté sur la croyance. Alors attention, d'abord, ça n'a pas commencé avec les Lumières, la raison existait avant, et deuxièmement, ça n'empêchait pas, évidemment, au début du XXe siècle, par exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres, le succès considérable des protocoles des sages de Sion. Mais dans les démocraties où le débat est ouvert, eh bien les vérités, me semble-t-il, finissaient quand même à la fin par gagner. Or, sans vérité partagée, il n'y a pas de monde commun. J'ai rencontré, ça c'est tout à fait réel, des gens convaincus, mais mordicus, qu'il y a une secte pédo-sataniste à l'Élysée, sur le modèle Agnon aux États-Unis. Et ce ne sont pas des marginaux illuminés, ce sont des gens très intégrés socialement. Alors pourquoi cette augmentation du doute, de la contestation de toute vérité scientifique, et que faire? Que faire, je ne sais pas si on pourra répondre, mais alors d'abord, la première raison un peu évidente, c'est la technologie. Il y a la viralité numérique qui fait qu'un mensonge répété des millions de fois devient instantanément une vérité. Évidemment, ça n'existait pas avant Internet. Et en plus, les algorithmes favorisent l'entre-soi, donc on frotte moins sa cervelle contre celle d'autrui, pour reprendre la recommandation de Montaigne, qui disait qu'il fallait faire cela. C'est ce que nous faisons ici très souvent. Alors en plus, il faut dire que le complotisme épouse admirablement l'esprit victimaire de l'époque, parce que il y a un grand méchant qui est coupable de nos malheurs. Nous sommes victimes, nous ne sommes responsables de rien. Et puis, je dirais plus profondément, c'est peut-être la logique ultime de la démocratie, de ce que Tocqueville appelait l'égalité des conditions. Aujourd'hui, alors évidemment, ça a mis longtemps, mais nous en sommes un peu à l'abolition de toute hiérarchie. Si chaque homme en vaut un autre, ce n'est quand même pas un prix Nobel qui va me dire ce qui est vrai sur la science. Et puis il y a cette détestation des élites en bloc, tout se vaut, et je suis aussi fort que n'importe qui. Et en plus, les institutions, et particulièrement l'école, ont vraiment accompagné, forcé cette demande d'horizontalité, et c'est comme ça qu'on a perdu en quelque sorte tout ce qui pouvait nous immuniser contre les mensonges et les forgeries. On a abandonné les humanités qui apprenaient l'esprit critique. On a vu disparaître l'amour de la connaissance, qu'on appelle la libido sciendi. On voit l'effacement de la méritocratie, la destitution des maîtres et des savants. Vous savez, Régis Debray a cette expression, il dit on a remplacé la transmission qui est verticale, le maître à l'élève, à la communication qui est horizontale. Alors l'ironie donc de ce qui nous arrive, c'est que cette démocratie que j'appellerais intégrale ou intégriste, faute de mieux, pourrait bien finalement tuer la démocratie. Je voulais vous rappeler que pour Orwell, la liberté essentielle, fondamentale, c'est d'abord la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Si on a cela, tout le reste vient, dit-il. Eh bien, désormais, dire que 2 et 2 font 5, c'est un droit de l'homme également, ce qui signifie que la vérité et le mensonge chevalent, et donc c'est un sale temps pour la raison et pour la démocratie. Alors,
Sale temps pour la raison et la démocratie. Elisabeth Lévy, je vous rappelle que le vice-président, tout est connexe dans ce que nous évoquons ce matin. C'est fait exprès. Le vice-président Vance américain qui veut la liberté d'expression à total, mais je suis sur le principe généraliste d'accord avec ce qu'il dit. Mais ça passe par une libéralisation des plateformes qui sont justement le vecteur de ce que vous décrivez. Nous sommes quand même face à une contradiction magistrale, monumentale. Eh bien, si la régulation telle que nous essayons de l'inventer en Europe, permettait, si vous voulez, de sélectionner les vérités et d'écarter les mensonges, je trouverais ça formidable. Or, la réalité, c'est que la régulation, y compris par la loi, n'a rien réglé. On ne protège pas la vérité par la loi. La loi Guesso. Donc on ne fait la rien. Loi Guesso, Donc on ne fait rien. je finis. La loi Guesso, je vous réponds. La loi Guesso n'a absolument pas empêché le négationnisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais honnêtement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle régulation, ça n'empêche pas les mensonges, ça fait de la censure. Ça finit par interdire un certain type d'idées. Elisabeth, l'état de droit, c'est indispensable, on est bien d'accord. Vous défendez l'état de droit. Oui, mais pas n'importe lequel. C'est quoi l'état de droit? Je vais vous dire. L'état de droit, au départ, est conçu, non pas pour ce qui se passe en ce moment, l'état de droit, au départ, c'est faire en sorte que l'exécutif, les pouvoirs, soient soumis à leur propre loi. C'est ça l'état de droit. C'est de dire, c'est donc qu'il n'y a pas d'arbitraire. Aujourd'hui, l'état de droit, c'est la protection jusqu'à l'infini des droits individuels et notamment ceux des délinquants. Parce que dans l'affaire Sarkozy-Bismuth, par exemple, les droits des avocats de la défense sont totalement bafoués, mais les droits des OQTF dans notre pays sont scrupuleusement respectés. Elisabeth, les leçons que donne Monsieur Vance sont des leçons difficiles à entendre pour les Européens et pour nous Français, pour une raison simple. C'est qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a une tentative de coup d'État qui est niée, une contestation d'une défaite électorale qui n'a jamais été acceptée, une grâce accordée aux assaillants du Capitole, une censure contre des journalistes qui n'ont pas le droit d'entrer à la Maison-Blanche, une censure des mots même utilisés par les scientifiques aux États-Unis. Donc Monsieur Vance a sa conception de la liberté d'expression, mais nous avons la nôtre. Je n'accepte pas les leçons données par les Américains. Je vous le dis tout de suite. Je suis navré, je n'ai pas la vôtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mark Zuckerberg a raconté il n'y a pas longtemps que l'administration Biden l'obligeait. Très bien. Mais les Américains font ce qu'ils veulent avec leur liberté d'expression. Vous ne pouvez pas parler de l'Amérique et dire maintenant sur notre conception. Honnêtement, c'est un problème, mais je voudrais quand même. J'arrête après. C'est un problème vraiment délicat. Et je ne dis pas, je ne crois pas à la liberté absolue. Les sociétés se définissent aussi. Quelle solution proposez-vous, Elisabeth Lévy, pour réguler ces plateformes qui racontent n'importe quoi? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution simple. Je crois que le problème, c'est la perte d'esprit critique. Ce qui veut dire, c'est ce que je vous ai expliqué, que la véritable solution, c'est de reconstruire une école digne de ce nom. D'accord? En attendant, il y a évidemment un certain nombre. Si vous voulez, par exemple, on peut punir la calomnie, on peut punir l'injure, on peut punir tout cela. Je ne crois pas qu'on puisse punir le mensonge. Vous allez punir les gens qui pensent que la Terre est plate? Dites-moi, mais j'ai une question simplement, et puis je vais donner la parole à notre ami. La loi encadre aujourd'hui. Est-ce que tout est permis? Heureusement que la loi encadre. Est-ce que tout est permis? Non, mais je vous pose une question, pas à vous particulièrement, générale. Est-ce que tout est permis au nom de la liberté d'expression? Je viens de vous dire que non. Je viens de vous dire, mais il y a des interdits. Par exemple, je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, on voudrait mettre dans la loi le fait qu'on n'a pas le droit de contester l'origine purement humaine du réchauffement climatique. Or, là-dessus, je suis navré. Il n'y a pas un consensus scientifique absolu. Si vous mettez cela dans la loi comme on veut le faire, je pense que la liberté d'expression aujourd'hui, que les inconvénients en réalité de la liberté qui existent, sont beaucoup plus graves que ceux de la censure. Maintenant, j'ai pas de réponse. J'aimerais développer un point que j'espère original. Je pense que le nombre de fake news, ce qu'on appelle les fake news aujourd'hui, qui étaient des mensonges historiques ou
en fait, il est proportionnel à l'accélération du développement de la science. C'est-à-dire, ça augmente. Hein. Mais je pense qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, en fait, on perd tous nos repères d'êtres humains, et ce développement exponentiel de la science au sens large fait que les gens perdant pied, en fait, s'accrochent davantage à des fausses informations et à des fake news. Je pense qu'on peut le vérifier historiquement. La deuxième chose, Jean-François a raison, c'est que où je suis assez mal à l'aise, c'est que entre le contrôle qui casse la liberté d'expression des plateformes et le non-contrôle de ces plateformes qui laissent dire parfois et souvent n'importe quoi, en fait, on est dans un espèce d'espace vide qu'il faudra vite combler quand même, Elisabeth, parce que sinon, en fait, la vérité chutera. Et puis, dernière chose sur les Américains, ne vous trompez pas. Moi, c'est mon point de vue. Hein. Ne vous trompez pas. Tout ça, c'est quand même du business. Mais évidemment. C'est du business. Mais ça, je suis d'accord. Non, mais je veux dire, il ne pense qu'à ça. Mais attendez, Trump, c'est à la fois un chef d'État qui est en train de redessiner les relations internationales, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais c'est un type qui fait du deal en permanence, qui négocie en permanance. Musk aussi. C'est pour ça, il défend son business. Le face-à-face, je vais vous dire, je vais être un peu terrible, entre la Russie et les États-Unis, sur la question de la paix en Ukraine, c'est quoi aussi? C'est qui va reconstruire l'Ukraine? Quelles entreprises vont reconstruire l'Ukraine? Ça a toujours été du business. Attendez, c'est flagrant. Quand vous mettez de côté l'Europe, bien sûr, vous les empêchez de négocier la paix en Ukraine, et c'est terrible pour l'Europe de Madame van der Leyen. C'est aussi le résultat de sa politique, mais c'est aussi les entreprises américaines qui vont reconstruire l'Ukraine. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Irak. La reconstruction de l'Irak, elle a été faite par des entreprises américaines. Le groupe Halliburton, qui était proche des Bush. C'est aussi du business. C'est terrible pour les millions, les centaines de millions. 8h22. Attendez, il faut que j'observe un peu une pause là. Mais on se retrouve. On se retrouve. 8h22.